All right. Fait que bonjour, je m'appelle Léo. Aujourd'hui, je veux vous présenter un type de mutex avec lequel on a beaucoup travaillé dans les derniers mois. Et c'est un type de mutex qui, justement, c'est pas aussi simple que juste un try-lock.await. Ça demande un peu plus de concept. Fait que juste rapidement, pour m'introduire puis vous introduire la problématique que je vais vous présenter. J'ai fait un bac en génie informatique, ensuite maîtrise en génie électrique, spécialisé en communication Powerline. Par la suite, depuis ce temps-là, je travaille en communication Powerline chez RMDS, une petite compagnie de Québec. Et donc, qu'est-ce que la communication Powerline? Rapidement, c'est une technologie qui permet de communiquer à travers les câbles électriques. Fait que ça se vend sur Amazon, c'est des petits blocs blancs, là. On vient brancher ça d'une prise électrique 120 volts Hydro-Québec normal, un autre bloc d'une autre prise électrique. Puis là, sur ces blocs-là, tu branches un câble Ethernet dans chacun et la communication Ethernet va passer à travers le câble électrique. Fait que le genre d'application où est-ce que c'est super utile, c'est par exemple les mines souterraines. Fait que j'ai eu la chance d'en visiter une il y a à peu près 1 an. Puis le gars, ce qu'il nous expliquait, c'est qu'eux, là-bas, ils creusent à peu près entre 10 à 100 mètres de tunnel par jour. Fait que tu te dis 365 jours par année, ça fait à peu près entre 3 et 30 km de tunnel par jour. C'est vraiment immense. Puis dans ces tunnels-là, ils mettent des ventilateurs, des sensors, ils veulent savoir c'est quoi les gaz, les pressions de gaz partout. Puis il faut qu'ils remontent toutes ces données-là à la surface. Ça fait énormément de données. Puis là, on se dit, OK, on pourrait câbler ça par Internet. Ça coûte cher, câbler 30 km à chaque année. À la vitesse qu'ils creusent, ils ne sont pas capables de maintenir le rythme. Ceci dit, le câble électrique, lui, il est déjà là. Ils n'ont pas le choix de le passer parce qu'il faut qu'il alimente des charges, il faut qu'il alimente les sensors, il faut qu'il alimente les machines qui creusent. Donc, pourquoi pas l'utiliser pour aussi passer de la donnée? Un autre exemple où il aurait pu utiliser le Wi-Fi, le LTE. Le problème avec ça, c'est qu'on se trouve dans un environnement où on a des murs de roche autour de nous. Les ondes électromagnétiques, ils ne se comportent pas super bien quand tu as des murs. Il y a beaucoup d'absorption. Ça ne va pas super bien. Donc, c'est un type de technologie qui est un bon trade-off dans ce genre de domaine-là. Ça coûte moins cher. C'est un petit peu moins efficace, par exemple. Mais bon. Fait que, petite introduction par rapport à la technologie. Petit rappel aussi par rapport à la stack OSI. Là, je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais rapidement, je ne sais pas si vous vous rappelez de ces concepts-là, mais quand on parle de technologie de communication, souvent c'est découpé en stack. Là. On part du plus haut, application, où est-ce que HTTP, après ça, il y en a plein d'autres, puis on finit par se rendre à transport, TCP, Network, IP, Data Link, MAC, PHY, qui est souvent le médium. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler d'une problématique qu'on a eue ici. Et rapidement, le rôle de ce bloc-là, c'est de dire, je veux communiquer de la donnée à quelqu'un localement. Donc, c'est quelqu'un que je suis capable de parler directement, je suis capable de me rendre. Donc, comment est-ce que je fais pour me rendre là-bas? C'est le rôle de ce lien-là. Donc, dans un réseau de communication, on va se retrouver avec plein de modems, M pour modem. Et là, quand quelqu'un veut parler, comment est-ce qu'on fait pour parler? La particularité de ce genre de réseau-là, c'est que tout le monde s'entend. Fait que si quelqu'un communique, les autres autour l'entendent. Et si 2 personnes communiquent en même temps, là, ce que ça fait, les ondes électromagnétiques s'additionnent, ça fait de l'interférence, puis là, le paquet il est perdu, il n'y a personne qui est capable de l'écouter. Il faut vraiment s'assurer qu'il y a juste une personne à la fois qui peut parler. Puis je vais reformuler un peu la problématique en d'autres termes. C'est comme si j'avais des producteurs-consommateurs, tous mes modems, qui ont tous besoin d'accéder à une ressource, le canal de communication, et cette ressource-là il y a juste une personne à la fois qui peut y accéder, autrement, on a ce qu'on appelle des collisions. Et là, si vous avez suivi ce que je vous ai expliqué avec le nom de la présentation, il y a un truc qui aurait dû sonner dans votre tête, mutex, c'est exactement ça. Il faut qu'on trouve une manière de partager la ressource du canal de communication sans que tout le monde l'utilise en même temps. Fait que l'approche standard, le mutex qu'on est souvent habitué de voir, on se dit, OK, essentiellement, c'est un objet avec lequel tu fais un try-lock dessus, puis si quelqu'un d'autre lance en ce moment, tu tombes en busy waiting, ou l'OS, il change de contexte, il va faire autre chose en attendant, puis quand le mutex redevient disponible, tu retombes dedans. Donc, si on appliquait ce concept-là au réseau de communication, c'est comme si je choisissais un modem en particulier, le orange, et là, ce modem-là, il est responsable de la communication. Donc, c'est lui qui décide qui parle quand. Puis souvent, la manière la plus simple de faire ça, c'est de se dire,
Ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire une boucle avec tous les modems qui sont connectés. Il va aller voir chaque personne, il va dire « As-tu quelque chose à dire? » Non, parfait, je passe à l'autre. « As-tu quelque chose à dire? » Oui, dis-le. Puis après ça, il passe à l'autre, puis ainsi de suite tout le temps. Ça marche. Le gros problème qu'on a avec cette approche-là, c'est que c'est vraiment pas efficace au point de vue de la bande passante. On est obligé d'aller voir des modems qui n'ont pas nécessairement quelque chose à dire. Pendant ce temps-là, il y en a un autre qui aurait pu dire quelque chose. On a perdu cette bande passante-là. Donc, ça nous prend une manière plus efficace de synchroniser l'accès au réseau sans se reposer sur un mutex qui est centralisé à un endroit. Donc, ça introduit un peu le concept de mutex décentralisé, où est-ce que vraiment le mutex est partagé parmi tant d'autres. Donc, comment ça marche? Qui a le mutex si personne l'a réellement? Donc, essentiellement, ce qu'on veut trouver, c'est on veut trouver un ensemble de règles qui vont rendre les collisions, donc les moments où est-ce que deux modems parlent en même temps, rares ou du moins gérables si ça arrive. Fait que, si on commence, donc j'ai 4 modems. Il y en a un qui veut parler à un autre modem. Première chose qu'on peut se dire, c'est on veut absolument éviter les collisions si possible. Donc, première affaire qu'on veut faire, c'est on veut voir, y a-t-il quelqu'un qui a le mutex en ce moment? Puis là, dans un système de communication, c'est y a-t-il quelqu'un qui est en train de transmettre en ce moment? Si oui, bien là, tu attends, tu n'essaies pas de communiquer par-dessus, parce que là, sinon, tu vas créer une collision. Après ça, une fois que tu es sûr qu'il n'y a personne qui transmet sur la ligne, bien là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on essaie de saisir la ressource. Donc, la meilleure manière, c'est que je vais envoyer mon paquet, fait que je transmets mon affaire. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, c'est là qu'il y a un point qui est super important. Il faut qu'on n'a pas le choix de réessayer, parce qu'éventuellement, on veut saisir le mutex. Ceci dit, il ne faut pas réessayer immédiatement, parce que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recréer potentiellement une autre collision avec celui avec lequel on vient de rentrer en collision. Donc, là, une manière de faire dans le cadre des systèmes de communication, c'est de reculer, d'attendre un certain temps qui est aléatoire, ce qui fait que statistiquement, les deux ne devraient pas réessayer en même temps. Et là, on vient d'éviter une collision qui vient tout juste de se passer. Fait on ne doit pas chercher à éviter les collisions. Ils vont arriver. Puis c'est pas si pire que ça finit quand même à bien fonctionner. Fait à partir de là, on peut déjà se donner 2 règles. D'abord, on ne doit pas aller chercher le mutex si on n'a pas l'impression qu'il est libre en ce moment. S'il y a quelqu'un si on a l'impression que quelqu'un l'utilise, on est mieux d'attendre pour ne pas créer une collision. Et finalement, s'il y a plusieurs personnes qui essayent en même temps, bien, il faut qu'on désynchronise les tentatives dans le but de ne pas recréer la collision initiale. OK. Là, dans la dernière slide, je vous ai dit « good » si ça marche. Puis c'est une assumption qui est facile à faire, mais quand on y pense, quand un modem transmet quelque chose, il n'y a pas vraiment manière de s'assurer que ça a bien fonctionné parce que tu as transmis ton truc, puis après ça, tu n'as plus aucune nouvelle. Donc, est-ce que j'ai réussi à saisir le mutex ou pas? Donc, ça prend un mécanisme pour dire « Hey, ce que tu as fait, ça a marché. Tu peux passer à autre chose. Le mutex, tu as bel et bien réussi à l'avoir. » Donc, appliqué dans le système de communication, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer un hack. Donc, par exemple, si lui, il parle avec lui, une fois que lui il a reçu le paquet, il l'a décodé, il a dit « Fine, j'ai reçu quelque chose, ça a bien marché. » Il va renvoyer un autre paquet à l'envoyeur pour dire « Good, ton paquet, je l'ai reçu, je l'ai décodé, ça a bien marché. » Fait que dans ce temps-là, lui qui l'a envoyé sait qu'il a saisi le mutex et que ça a fonctionné. L'autre point qui est important, c'est qu'il faut que tout le monde écoute qu'est-ce qui se passe. Ce que je veux dire par là, c'est que vu que tout le monde s'entend, si un modem transmet, c'est important que les autres ils écoutent qu'est-ce qui se passe et ils se rendent compte qu'il y en a un qui est en train de transmettre. Et donc, que si la transmission a marché, qu'il y a un hack qui va s'en venir. Donc, c'est important que, par exemple, il y a un paquet qui est passé, c'est terminé. On n'a pas le choix d'attendre que le hack soit envoyé, parce que sinon, on vient comme s'introduire dans le processus de communication, si on veut. Puis là, on va venir faire échouer la confirmation que le mutex a bien fonctionné. Fait que, si on s'en donne des règles, on doit confirmer toutes les acquisitions une fois que c'est fait pour que la personne qui a demandé le mutex puisse passer à autre chose. Après ça, les observateurs qui participent au mutex, ils doivent respecter les actions des autres. On n'a pas le choix d'écouter, voir qu'est-ce qui se passe, comprendre que OK, c'est lui qui est rendu avec le mutex.
ou du moins qu'il y a quelqu'un qui a le mutex, alors je vais attendre que le mutex soit libéré. Et finalement, le mutex, il doit expirer pour le même principe que dans un mutex normal. Si tu saisis le mutex trop longtemps, il y a d'autres personnes qui vont tomber en famine, il y a du monde qui en fait, ça va tout faire planter ton système de manière générale. Donc, c'est très important que ce mutex-là, il finisse par expirer à un moment donné. Puis là, juste un concept de même, avec ce genre de mutex-là que je trouve intéressant, c'est de se dire, une fois que quelqu'un a saisi le mutex, c'est comme si on a un concept de ownership. On a un concept que quelqu'un, il possède le mutex. Fait qu'il n'y a rien qui empêche par après de le transférer à quelqu'un d'autre, de dire « Hey, je viens d'y parler, là, puis lui, là, il y a beaucoup de choses à me dire. Je pourrais juste lui donner le mutex, il va pouvoir parler tout de suite, comme ça, j'ai économisé du temps. » Fait que c'est un concept que je trouve intéressant. Alors, voilà. Fait que si on compare les deux, mutex centralisé, c'est simple. Un problème qu'on a avec ce genre de mutex-là dans des systèmes distribués où est-ce qu'on a plusieurs unités qui se parlent, plusieurs unités qui ont besoin des autres pour faire quelque chose, c'est que ça introduit un point de défaillance où est-ce que si l'appareil qui contient ce mutex-là, pour une raison quelconque, qui arrête de fonctionner, ça fait planter tout le système. Parce que là, tout le monde a besoin de lui pour se synchroniser. Si lui, il ne répond pas, c'est le même principe que si quelqu'un prenait le mutex puis il arrêtait complètement, en fait, ne le relâchait pas. De l'autre côté, mutex décentralisé, c'est scalable. Je vais vous montrer un exemple après qui va vous montrer pourquoi. C'est plus robuste parce qu'on ne se base pas sur quelqu'un en particulier. C'est un petit peu plus complexe, mais souvent la complexité, en fait, l'avantage de robustesse et le fait que c'est scalable, ça dépasse le désavantage de la complexité. Donc, par exemple, dans un vrai réseau de communication où est-ce qu'on a plusieurs modems, on a plus que 4 modems, on peut en avoir une centaine, et une réalité qu'on a, c'est que ce n'est pas nécessairement tout le monde qui s'entend. Par exemple, on pourrait prendre un exemple avec le Wi-Fi, là, où est-ce que le modem du milieu, c'est une station qui émet du Wi-Fi. On a 2 cellulaires ici, 2 autres cellulaires avec une autre station Wi-Fi qui est un petit peu plus loin, qui fait que géographiquement, vu que les deux sont éloignés, quand il y en a un qui émet, l'autre, il ne l'entend pas. Donc, on se ramasse avec ce genre de réseau-là. Et c'est là qu'on voit l'avantage du mutex décentralisé. En fait, c'est que ça permet ces genres de réseaux-là continuent à fonctionner quand même. Si on avait pris une approche de mutex centralisé, par exemple, on prend celui-là ici, vu que c'est le plus simple, ça commence à devenir un pain in the ass à gérer ça, parce que là, lui, il entend tout le monde ici, mais il n'entend pas lui. Puis là, supposons que ça continue par là-bas. Si lui va l'épauler eux là-bas, là, au niveau bande passante, on est encore plus lent, ça prend encore plus de temps. Fait que, aussitôt qu'on se met à rajouter des modems, on se rend compte que le concept de mutex centralisé pour ce genre d'application-là, c'est pas une bonne approche. Donc, si on continue avec nos règles, mutex décentralisé, par exemple, celui du milieu veut transmettre quelque chose, c'est les mêmes principes. Il veut parler à lui en haut, par exemple. Il y a personne qui parle en ce moment. Fine. On transmet quelque chose, on essaye. Pendant qu'on transmet, tous ceux qui sont dans la boîte jaune, ils l'entendent. Donc, ils ne transmettent pas. La transmission ça fonctionne, il reçoit son hack. Parfait, on passe à un autre appel. Puis là, ce qu'on remarque, c'est que lui qui est ici, il n'entend pas l'autre là-bas. Puis c'est là que ça devient super intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'il n'y a rien qui empêcherait lui de transmettre pendant que lui, il transmet aussi, parce que les deux ne s'entendent pas, ça ne créera pas nécessairement de collision. Fait que là, dans cette configuration-là, ça marcherait moins parce que là, on se dirait, lui, il va transmettre là, puis là, lui, il va entendre lui aussi, fait que lui, il ne sera pas capable de rien décoder. Mais si on arrive dans une autre configuration, où est-ce que lui, là-bas, il veut parler, lui, ici, veut parler aussi, il n'y a rien qui empêche les deux de saisir le mutex du canal de communication, si on veut, en même temps, et échanger de l'information. Ça fait que si on se dit, là, j'ai juste 6 modems, mais mettons que j'en ai 100, puis peu importe la configuration du réseau, comment est-ce qu'ils sont connectés, ce genre de mutex-là permet justement à ce que le réseau lui-même ait plus qu'un mutex, sans nécessairement que tout soit prévu d'avance. Et ça marche quand même. Donc, c'est un bon exemple, je trouve, de pourquoi est-ce que ce genre d'approche-là est super scalable. On pourrait en rajouter autant qu'on veut, puis le réseau va continuer à fonctionner. Et si, par exemple, pour une raison quelconque, lui, là, il arrête de fonctionner parce que
je sais pas, moi, il y a un tracteur qui a roulé dessus. Ben, le réseau de communication, il marche encore parce que tout le monde sait comment se connecter sur la ligne, puis il n'y a aucune de ces règles-là qui dépend du fonctionnement d'un autre pour que tout le monde puisse parler ensemble. Donc, beaucoup plus facile. Puis, en fait, on évite le problème qui est le suivant, là, un point qui est d'échec qui est concentré sur une unité. Donc, mutex décentralisé, qu'est-ce que c'est? Bien, essentiellement, on n'a pas d'arbitre global. On se base uniquement sur de l'information qui est locale. Qu'est-ce qu'on voit en ce moment qui nous permet de prendre une décision? Les conflits sont inévitables, c'est sûr qu'ils vont arriver. On n'a pas le choix de les subir. Ceci dit, bien, on a une manière de les gérer quand même qui statistiquement fait qu'une fois qu'un conflit va arriver, bien, la chance qu'il se reproduit encore est faible. Donc, on a une manière de venir gérer ça. Puis souvent, ce qui se passe, c'est que ce genre de réseau-là, dans le temps, il y a une certaine cohérence qui finit par émerger de tout ça parce que tout le monde finit par trouver le bon moment où est-ce qu'il peut parler. Puis s'il y a des collisions, bien, le moment pour parler est reporté un petit peu plus loin. Puis tout le monde finit par se synchroniser un après un par rapport à l'autre. Donc, essentiellement, le lock, il cesse d'être un objet, puis ça devient une série de comportements qui finissent par enforce le même principe d'un mutex essentiellement. C'est juste que là, à la place d'avoir un mutex qui est centralisé, bien, le mutex, il n'existe pas vraiment autre qu'une série de règles que tout le monde applique pour accéder au réseau. Puis, en terminant, bien, ce genre de mutex-là, on le retrouve dans plein de systèmes. Aussitôt qu'on parle de système distribué où est-ce qu'on a plein d'appareils qui veulent se parler ensemble, on retrouve ce genre d'affaires-là. Dans un entrepôt où est-ce qu'on a des robots qui se promènent pour aller chercher des trucs, quand ils arrivent à une intersection, tu ne veux pas que les deux se rentrent dedans, bien, il y a rarement un serveur global qui va dire « Toi, vas-y pas, toi, laisse-les passer ». C'est souvent plus les robots localement qui vont gérer l'intersection. Encore une fois, on peut voir ça encore comme une espèce de mutex où est-ce que l'intersection et le mutex est la ressource à protéger. Dans le blockchain aussi, c'est le même principe. Il n'y a pas vraiment de serveur qui contient tout. Pourtant, on veut que tout le monde soit capable de se synchroniser entre eux. Système financier, il y a énormément de transactions qui se passent à chaque seconde dans le système financier. Puis si moi j'achète des actions, bien, je ne veux pas que quelqu'un d'autre puisse les acheter avant moi si j'ai cliqué avant lui. Pourtant, encore une fois, il n'y a pas nécessairement de serveur centralisé qui synchronise tout ça. Donc, le système se synchronise par lui-même. Fait que, ça allait un petit peu plus vite que j'avais prévu. Bien, j'espère que vous avez apprécié. Puis, en conclusion, ben, ChatGPT m'a bien fait rire quand il m'a sorti ça. Fait que... Je suis pas sûr que il y a un point que je pense que j'ai compris, mais je ne suis pas 100% certain. L'idée, c'est que normalement, un mutex, ça existe, un state qui existe dans un certain espace mémoire. La stratégie, c'est plutôt essayer de faire la communication. Si on reçoit un hack, on sait que c'est comme si on avait réussi à acquérir le mutex dans le fond. Puis, étant donné que tout le monde a le même randomness et le même back-off logic, que tous les modems vont générer un nombre random puis attendre ce temps-là avant de réessayer d'acquérir le mutex, on sait qu'éventuellement, ils vont très fort probablement trouver une synchronisation, c'est ça? C'est ça, oui. OK, fait que la communication devient le try-lock, dans le fond. Exactement. OK, c'est beau. Puis tu dis, on ne devrait pas essayer d'acquérir le mutex si on a l'impression qu'un autre modèle est en train de parler. Ça, c'est parce qu'on est en train de recevoir, dans le fond. Ça, c'est parce que, pas nécessairement que c'est nous qui reçoit quelque chose, c'est juste qu'on voit sur le réseau qu'il y a quelqu'un qui est en train de communiquer. Okay, qui est capable de le voir. On voit des bytes passer, puis ces bytes-là sont cohérents. Ouais, c'est ça. Mettons, le checksum marche, donc on sait que c'est bel et bien nous qui sommes en train d'émettre. Ouais, c'est ça. OK, puis tu as comme montré une situation, mais je suis curieux, là. Tu as montré une situation où tu avais comme un seul réseau, mais deux genres de sub-réseaux, mettons, là, puis tu as deux modems qui parlent en même temps. Ouais. Mais ça se synchronise quand même, ça marche pareil parce que les deux peuvent parler en même temps. Puis réussir leur communication par leurs voisins respectifs, en fait. Mais y a-tu des genres de contre-exemples? J'imagine que tu y as pensé, là, où est-ce que. Mettons, tu as deux modems qui parlent, qui eux autres se voient pas, qui réussissent pas à se reach, puis tu as du monde entre les deux
Ce qui simplifie cet exemple-là, là, c'est. En fait, il faut revenir à la stack OSI, où est-ce que tu as Network Layer, Data Link Layer. Data Link Layer, on n'est pas en train de se demander comment est-ce que lui, il fait pour parler à lui. Tu es vraiment local. Ouais. Je veux envoyer un message à lui, ou je veux envoyer un message à lui. Fait que la synchronisation se fait d'un point de vue local. Après ça, tu as le Network Layer qui, lui, c'est vraiment, avec une adresse IP, il va dire « Je pars de là, puis je veux me rendre là-bas. » Comment est-ce que je fais? Là, il faut que je passe par lui, puis je passe par lui, puis éventuellement, je vais me rendre. Oui. OK. Fait que dans le fond, l'idée, c'est que si quelqu'un essaie de parler au M qui est en haut, si lui, il se fait parler par deux personnes en même temps, lui, il va le savoir qu'en ce moment, il y a un conflit. Fait que c'est lui qui ne va pas émettre de hack. Fait que, OK, c'est never mind. Je pensais que j'avais des situations que tu n'avais pas explorées, mais ça marche. Puis, juste d'une manière plus simple, là, comment est-ce que tu fais pour savoir qu'il y a une collision? C'est que ce que tu essaies de décoder, tu n'es pas capable de le décoder. Oui, c'est ça. OK. Ouais. Tu peux retourner à la slide précédente? Précédente? Oui. Tu sais, dans le cas où est-ce que c'est lui dans le milieu en orange qui parle, là, si l'autre à droite, il commence à parler, ça ne va pas interférer avec les deux autres à droite? Ouais, ça, c'est le genre de cas edgy, justement, là, qui pourrait se passer. Que si, par exemple, lui veut parler à lui, puis que lui se met à parler par là-bas, ou qu'il veut parler à lui aussi, ouais. Ça, c'est le genre de cas où est-ce que, oui, ça pourrait créer une collision. Mais celui qui détecte la collision, c'est le M en haut, dans le fond, là, en haut à droite. Là. Justement, étant donné que lui, dans son range, il y a deux modems qui parlent, ben lui, il va dire « OK, je ne suis pas capable de décoder dans le fond. » Oui, c'est ça. Puis là, c'est là que le mécanisme de délai aléatoire va embarquer, où est-ce que là, les deux vont avoir envoyé de quoi, ils recevront, là, il y a un time-out, là, mettons, tu dis j'attends 1 milliseconde avant de recevoir mon hack. Pas de hack, donc nécessairement, il y a de quoi qui s'est mal passé, je vais réessayer, mais avant de réessayer, je vais me donner un délai aléatoire, de manière à ce que les deux ne devraient pas avoir la même affaire, puis les futures tentatives devraient se désynchroniser dans le temps. OK. Puis quand tu parles de délai, c'est combien en général? De délai aléatoire ou de délai? Ouais, ben, tu as parlé beaucoup de délais, il y en a plusieurs dans l'histoire, là. Ça dépend beaucoup, en fait, ça dépend beaucoup de la bande passante de ton réseau de communication. Okay. Nous, dans notre cas, ça joue dans les millisecondes. On est sur le réseau d'Hydro-Québec, du 60 Hz. Une période de 60 Hz, c'est 16 millisecondes à peu près. Okay. Fait que ça donne une idée, là. Ouais. C'est le mécanisme de protection pour pas qu'il y ait quelqu'un qui prend le contrôle du texte qui le garde pour toujours, ou c'est juste un trust assumption dans le réseau? Ouais. En fait, dans ce cadre, dans ce genre de système-là, quelqu'un qui prend le mutex, c'est pas vraiment quelqu'un a le mutex, c'est quelqu'un essaye de prendre le mutex. Quand tu as le mutex, en fait, le mutex, c'est juste de dire « j'ai réussi à ma tentative ». Mais une fois que tu as réussi, tu passes à autre chose. Le mutex, tu l'as perdu. Sauf si tu arrives, si on pousse plus loin dans des concepts d'ownership que tu peux transférer, là, ça, c'est différent. Mais tout ça pour dire que... c'était quoi ta question? Excuse-moi, j'ai complètement... C'est un trust assumption, pas lier les ressources. Ouais, OK, ben c'est ça. Oui, il y a une limite de temps de transmission. Okay. Ça fait que si tu dis « mon paquet, il peut durer maximum 1 milliseconde », tu l'as à peu près là ta limite de temps de saisie du mutex. Ouais? Mettons que, pour retourner à l'exemple de tantôt, si celui qui est en orange, je pense, ça parlait à celui qui est en haut à droite, ouais. Puis là, il reçoit le hack, puis là, celui qui est complètement à droite, il commence. Là, il est censé recevoir de quoi, mais là, ça devient du gibberish, essentiellement. Il va plus être capable de le décoder, c'est ce qu'il a à décoder. Si lui, il transmet à lui, puis que... Ouais, il commence, il envoie le hack, puis après ça, celui à droite, il commence. Là, il est plus capable de décoder. Y a-tu un... Comment il peut-tu dire, ben là, je suis plus capable de comprendre ce qui se passe? Mais là, dans ton exemple, s'il a envoyé le hack, ça veut dire que lui, il a reçu le paquet comme ça. Ouais. Parce que le hack arrive à la fin de la transmission de données, c'est ça? Ok, c'est après. La transmission est terminée. Ah, ok. Une fois que la transmission est terminée, puis il a même décodé le paquet, il sait que ce qu'il a reçu, il est capable de le lire. Je comprends. Là, il y a un hack qui part. Je comprends. Si je comprends bien, tu as essentiellement un nombre infini de textes en même temps. Ouais. En fait, ça dépend de la configuration du réseau. Ouais. Cette configuration-là, de manière générale, on la connaît jamais d'avance. Ouais. Parce que essentiellement, le mutex, c'est juste OK, j'ai reçu un hack, fait que concrètement, genre, je l'ai. Il n'y enverra pas d'autres hacks ailleurs en attendant. Non, c'est ça. Ouais.
C'est comme une transaction entre deux modems. Tu peux appeler ça une transaction, le fait d'envoyer quelque chose. Quand une transaction commence, ça fait partie du concept de dire on attend qu'il renvoie son hack avant d'initier notre transaction dans la même région localement. C'est ça que ça veut dire aussi, dans le fond, tu as parlé d'un time to live pour le texte aussi, et j'imagine que c'est genre, essentiellement c'est un timeout. Ouais. Okay. Justement, à la fin de ce timeout-là, mettons que tu avais dit 1 milliseconde, admettons, ben, est-ce que l'autre va quand même y envoyer un hack pour dire j'ai bien reçu toute cette information-là, mais il n'y a pas tout reçu, là? Là, on tombe plus dans la couche physique. Là. De manière générale, c'est binaire. Tu l'as reçu ou tu ne l'as pas reçu. Mais si son message, il dure plus qu'une milliseconde? Ouais. Dans un message, comment ça fonctionne, c'est que tu as toujours une section au début qui permet de synchroniser. C'est-à-dire, mon message, il commence là, commence à décoder à partir de là. Fait que là, déjà là, si ça est rentré dans une collision, il le verra même pas, fait qu'il saura même pas qu'il y a un paquet qui commence dans cette région-là. Tout ce qu'il va voir, c'est du bruit sur la ligne essentiellement. Fait qu'il n'y a pas vraiment de « Ah, j'ai été capable de décoder ça, mais pas cette section-là ». C'est tu l'as décodé ou tu ne l'as pas décodé. Je suis curieux, qu'est-ce qui arrive dans le cas où il y a une collision sur le hack lui-même? Parce que, mettons, tu as reçu un message, tu l'as décodé au complet, le hack se rend pas parce qu'il y a collision. Là, ça implique que peut-être la nôtre va réessayer de t'envoyer le même message. Est-ce que tu dois t'assurer que chacun des modems, il y a une stack de déduplication des messages? C'est quelque chose qui arrive en pratique? Ben, by design, c'est pas censé arriver. Parce que quand tu envoies de quoi, il n'y a personne d'autre qui va renvoyer de quoi tant son temps que le hack n'est pas envoyé. Parce que tout le monde autour a entendu qu'il y a quelque chose qui s'est rendu. Là, si ça arrive, parce que ça reste qu'on est sur la ligne électrique puis que quelqu'un switch un interrupteur à ce moment-là, puis ça fait du bruit, puis le paquet, on n'est pas capable de le voir, tu as des mécanismes de retransmission. Fait que tu as un autre timeout là aussi. Là, si tu transmets de quoi, tu as un timeout par cœur, je ne m'en rappelle pas. Là. Mais si je n'ai pas reçu de hack d'ici un certain temps, je réessaie de le transmettre. C'est quoi, Léo, le ratio d'overhead sur une approche collaborative comme ça? Mettons par rapport à la limite théorique de transmission dans ton médium. Oui, c'est que tu dis théoriquement, j'utilise 100% de la bande passante. Je voudrais pas te dire n'importe quoi. Fait que, je comprends que ça varie avec plein de facteurs, ouais, mais as-tu un throughput de 50% de ce que tu pourrais... D'habitude, c'est plus élevé que ça. En fait, ça dépend aussi de l'utilisation du lien. C'est sûr que plus tu le stresses, plus que ton nombre de collisions va augmenter. Mais là, généralement, si on rentre dans les détails, généralement, quand tu es rendu là, il y a d'autres mécanismes qui permettent de réserver des sections de bande passante pour réduire cette quantité de collisions-là. Fait que c'est un système qui marche bien, tant aussi longtemps que tant que tu restes en bas peut-être de 50 à 60% d'utilisation de ton réseau, là, ça fonctionne très bien. Mais là, si tu montes par-dessus, parce que tu te mets à streamer de quoi temps réel, mettons, là tu n'as pas le choix d'embarquer d'autres types de mécanismes qui permettent de réserver du temps pour éviter ce genre de collision-là. Yes? Si je comprends bien, c'est un firmware custom que vous roulez sur vos Ouais, c'est ça. Ouais. Et dans le fond, la genèse de la présentation, c'est-tu quelque chose... la présentation est faite sur le fait qu'il y a une négociation de hack, il y a une négociation de mutex. Mais qu'est-ce qui causait justement la raison de la présentation? La question n'est pas si claire que ça, mais c'est comme toi, tu as vécu un hard moment. En fait, on travaillait. Moi, je suis comme arrivé où c'est qu'il y avait déjà une génération de cette technologie-là. Centralisée. Oui, exactement. C'est comme ça que ça marchait. Puis ça fonctionnait bien parce que c'était des débits qui étaient très bas. Là, on parlait de l'ordre du. C'était quoi? C'était 3 kbps seconde? 20 kbps seconde, ce qui marche dans les contextes où est-ce que tu fais du contrôle puis tu n'as pas besoin de streamer quoi que ce soit. Mais là, aujourd'hui, tout le monde connecte de plus en plus de stock. Trop de nodes. Exactement. Puis à un moment donné, il faut que tu optimises ta bande passante. Ce genre d'approche-là, ça ne fonctionne plus très bien. Bon, merci.